Archéologie, on vient de retrouver les traces d'une voie romaine en fouillant le sous-sol de Mâcon. Des traces qui remontent au IIe siècle. Elles ont été identifiées par des archéologues. Et puis sur le même chantier, on a retrouvé les restes d'une centaine de squelettes qui posent à leurs inventeurs une véritable énigme. Nous sommes en 1981. Aux alentours de Mâcon, des archéologues font la découverte d'un étrange cristal bleu aux propriétés inconnues et s'attachent à en étudier les caractéristiques dans une relative indifférence médiatique. Mais ce qui aurait dû être un événement unique va très vite se répandre comme une traînée de poudre, alors qu'à Marseille, Toulon, puis Munich, Tunis et bientôt dans près de 400 sites autour du monde, les mêmes gemmes sont retrouvées en l'espace de quelques mois. Plus de 200 sites nouveaux découverts dans un périmètre qui va de... En 1988, après avoir réalisé le potentiel extraordinaire de ces pierres, un accord est ratifié aux Nations Unies, engageant ses signataires, dont la France, à une étude et un usage éthique du matériau sous la supervision d'un groupe baptisé Azur. Dans les années 90, après plusieurs catastrophes impliquant des laboratoires et la découverte que les cristaux avaient la capacité d'ouvrir des portails vers des mondes parallèles, une force de sécurité top secrète, nom de code Shifters, fut créée afin de gérer tout débordement de ce côté de l'univers et toute intrusion venant des autres. Ceci est leur histoire. On est donc là pour parler de Shifters, sa nouvelle campagne de la boîte de jeu, un éditeur toujours très suivi et particulièrement encensé pour le soin apporté à ses projets. L'auteur Jean-Philippe Sahu vous propose d'embarquer dans une aventure interdimensionnelle en incarnant des Shifters, des sortes d'agents secrets, alors qu'ils parcourent des mondes parallèles à la poursuite d'un tyran nommé Omega. Il s'agit d'un jeu de type roguelite, c'est-à-dire un jeu qui va vous faire échouer puis recommencer avec les avantages et les bonus débloqués lors des parties précédentes. Il est conçu pour 1 ou 2 joueurs et assez logiquement, il est coopératif. Comme d'habitude, on va commencer par un survol des règles et du matériel sur la table derrière moi avant de passer les mécaniques à la moulinette. C'est parti! Nous voici donc au début d'une partie de Shifters, et une partie de Shifters se découpera toujours en plusieurs chapitres que vous allez traverser successivement. Chacun de ces chapitres se composera d'une tuile monde qu'on voit ici. Vous allez explorer 5 mondes différents, vous allez choisir votre chemin, affronter diverses péripéties, et au bout à chaque fois l'objectif ce sera de trouver et de vaincre le boss final. On voit qu'ici il se trouve là. Une fois ce boss vaincu, vous passez au chapitre suivant, et ainsi de suite si vous survivez à tout ce qui vous arrive, jusqu'à atteindre le grand Oméga que vous devrez également battre pour remporter le jeu. L'essentiel de la navigation donc dans Shifters va se faire via ces plateaux mondes, ces sortes de plateaux principaux, sur lesquels on va retrouver un jeton qui symbolise le joueur ou le couple de joueurs, et puis sur lequel on retrouve donc des chemins, parmi lesquels il faudra choisir pour aller jusqu'au bout de l'aventure, en tout cas du chapitre. Et j'imagine que cette configuration vous rappelle un jeu dont on a déjà parlé, ne vous en faites pas, on évoquera ça tout à l'heure. À côté, vous voyez qu'il y a aussi pas mal de paquets de cartes, parmi lesquels vous allez soit piocher, ou bien aussi il y a des paquets que vous allez alimenter. Alors le souci, c'est que l'immense majorité de ces cartes sont censées aller dans les mains des joueurs, ce qui fait que les dos sont tous similaires, et que là, en l'état, il n'est pas très facile de les différencier. Donc j'imagine que la boîte de jeu retrouvera un palliatif à ce problème, avec peut-être un plateau dédié. Pour l'instant, accrochez-vous, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. En dehors des combats dont on parlera tout à l'heure en fin de présentation, la case que vous allez croiser le plus souvent, ça va être la case renfort, cette petite planète bleue. La planète bleue, c'est la Terre, et cette case symbolise tout simplement le fait que la mission Azur peut vous renvoyer des troupes supplémentaires ou bien du matériel afin de vous aider dans votre mission dans le monde où vous vous trouvez. Donc si j'arrive sur une planète bleue, sur une case renfort, je vais tout simplement piocher une carte du paquet dédié. Alors ce paquet il est assez basique à la base, il est assez élémentaire je veux dire. Il comporte d'autres troupes que celle que vous avez en main au départ. Vous allez piocher une de ces cartes, à savoir que ce paquet renfort, il est très important, on va le voir, il va vous suivre tout au long de l'aventure, tout au long des chapitres.
L'intérêt, en fait, ça va être, au fil des rencontres, des chemins, des chapitres, de renforcer ce paquet renfort avec des cartes plus puissantes, plus intéressantes, de manière à ce qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver à piocher dedans, vous voyez, ça va être assez souvent, vous ayez des cartes un petit peu plus puissantes, un petit peu plus intéressantes que ce qui est proposé au départ. Et pour ça, il y a plusieurs options. La première, ça va être de vous rendre sur les cases Académie. Si j'arrive dans une case Académie, je vais piocher dans un autre paquet. Alors notez qu'il y a deux dos possibles, hein. Ça va être soit les agents, donc ce qu'on a vu et ce qu'on va voir tout à l'heure sur les plateaux joueurs, soit des artefacts qui sont des objets qui sont activables une fois par tour qu'on pose à côté de son plateau. Donc si je vais sur une case Académie, je vais débloquer des cartes qui potentiellement sont beaucoup plus puissantes, donc je vais en choisir une, enfin je vais en piocher plusieurs et je vais en choisir une. L'avantage, c'est que cette carte, à la fin du scénario, elle va retourner dans le paquet renfort, elle ne sera pas défaussée. Puisque évidemment, enfin je dis évidemment, en tout cas je l'évoquerai tout à l'heure, quand vous passez d'un chapitre à un autre, vous remettez votre main à zéro, vous repartez avec la main de 6 cartes de départ, donc vous perdez tous les avantages un petit peu ponctuels que vous avez eu dans le monde en question. L'intérêt donc, c'est de garder un maximum de ce que vous avez trouvé dans un monde dans le suivant, et puis d'essayer ensuite, via ce paquet de renfort, de les repiocher le plus possible. On a le même système avec les cases scénario, mais elles sont beaucoup plus rares. Vous voyez que là, par exemple, dans le chapitre numéro 1, il n'y a qu'une seule de ces cases. Ces cases scénario permettent de piocher des cartes qui, elles, sont propres au scénario. Donc il y en a très peu. Vous voyez, il n'y en a que 3 là, dans mon prototype pour le chapitre 1. Donc ces cartes-là sont souvent très thématiques, donc sur le thème bien sûr du monde dans lequel vous vous trouvez, sont aussi assez balèzes. Et de la même manière, bon, non seulement elles vont se retrouver dans votre carte, dans votre paquet renfort à la fin du chapitre, et vous aurez donc une chance de les repiocher dans les chapitres suivants, mais en plus, ces cartes-là, contrairement aux cartes Académie, si vous n'allez pas les chercher dans le monde en cours, là où elles se trouvent, après elles sont perdues. Si vous passez au chapitre 2, mais évidemment, cette pioche-là va être enlevée, cette pioche qui est liée à ce monde, et on en mettra une nouvelle à la place. Donc il faudra parfois se demander s'il ne vaut pas mieux passer par le chemin le plus dangereux pour essayer de récupérer ces super cartes, si en tout cas on vise le fait d'aller le plus loin possible et de tenir la distance jusqu'au boss final. L'immense majorité des autres cases, alors je ne vais pas vous spoiler tous les autres scénarios, mais en tout cas on va rester là sur ce monde numéro 1, ça va être les triangles et ce sont des embuscades, donc toujours des choses négatives, la perte de points de vie par exemple, donc c'est jamais très joyeux, et vous voyez que pour atteindre par exemple cette fameuse carte scénario ici, il faut quand même passer par le chemin potentiellement le plus pourri, alors que le chemin du bas a l'air peut-être un petit peu plus simple, mais il vous empêche d'aller récupérer un maximum de bonnes cartes, donc peut-être qu'il vous empêche de tenir la distance, d'avoir les moyens, en tout cas matériels, d'affronter des ennemis plus puissants que ceux que vous trouverez dans ce chapitre numéro 1. Notez, puisqu'elles sont présentes ici, qu'il y a quand même un moyen d'altérer les 6 cartes de départ avec lesquelles vous vous retrouvez au début de chaque chapitre systématiquement, c'est en passant par une fonction d'amélioration. Vous allez pouvoir échanger une de vos cartes lambda, je les montre là, mais elles sont hors champ pour vous, contre une version améliorée de la même carte. Donc on a vraiment là une réplique du paquet de départ, mais en version améliorée. Et ces cartes-là, une fois qu'elles sont dans votre main, tant que vous n'arrivez pas au game over, tant que vous avez encore des lits, ces cartes-là, elles resteront améliorées au début de chaque chapitre. Donc ça peut être un investissement intéressant, mais évidemment, il y a relativement peu de moyens de pouvoir le faire pendant une partie. Le but du jeu, ce sera donc toujours d'essayer d'aller au bout du chapitre, voire même au bout de la campagne sans mourir, c'est-à-dire sans se retrouver à 0 en énergie ou à 0 en vie, sachant qu'on a droit à 2 échecs de continu en quelque sorte avant de devoir recommencer la campagne à 0. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait ça. Le ou les joueurs, on aura 2 joueurs maximum, vont commencer avec une main de carte qui va être asymétrique. On va un joueur qui sera plutôt orienté offense, on voit qu'ici il y aura plus d'icônes de dégâts, et puis un joueur à côté qui sera plus orienté défense. Et cette main là de base, il n'y a pas de pioche, on a juste une main, va constituer les troupes de départ qu'on va en quelque sorte envoyer dans le monde parallèle, dans les mondes parallèles, pour aller affronter les méchants. Sur chacune de ces cartes, il y a 2 informations importantes. Il y a la ressource que l'unité, que le soldat va générer sur le chemin, et puis il y a l'effet le plus important, le plus puissant, qu'elle va déclencher quand elle passera effectivement le portail qui se trouve ici. Pendant votre tour, si je prends le début du tour, je reprends ça dans ma main, je remets un petit peu les modules qu'on bougeait tout à l'heure, je vais pouvoir poser jusqu'à 3 cartes sur n'importe lesquelles des cases de cette espèce de tapis roulant, de cette zone d'accès. Je peux donc en poser jusqu'à 3 par tour, donc je peux finir par avoir posé toute ma main sans aucun problème, et je peux même tout à fait les superposer. Il y a quelques conditions, quelques inconvénients à ça, mais dans l'absolu, je peux en mettre autant que je veux sur la même case. Une fois que ce sera fait, pendant mon tour, chacune de mes cartes va glisser sur la zone qui se trouve à sa droite. Voilà, on va toutes les faire glisser vers la droite, et si un ou des soldats vont présenter la même icône que le module qui se trouve au-dessus, ils vont générer une de ces ressources. Donc là, mes 2 soldats, le soldat et le recruteur, ils vont générer chacun un dégât. Donc je peux aller chercher 2 jetons de dégâts comme ça, que je pourrais ensuite répartir sur les adversaires que je trouve. Elle, la doc,
elle était ici, donc on imagine qu'au tour d'avant, elle avait généré un point de vie. Là, en se déplaçant ici, l'icône ne correspond pas, donc elle ne génère rien. Et si dans ce même tour, alors là, je triche un petit peu, disons que ça, c'est la situation que j'avais au début de mon tour. Pendant le même tour, les cartes qui vont passer le portail, une de ces cartes, en tout cas, au choix, va déclencher son effet du bas. Donc souvent, c'est l'effet le plus puissant. On voit ici que le soldat génère 2 dégâts directement. Moi, mon recruteur ici, il va générer de l'énergie et me permettre de piocher des cartes du paquet renfort. Une fois qu'elles ont accompli un petit peu leur mission, elles ont passé le portail et qu'elles ont déclenché leur effet, elles se retrouvent à la caserne et elles y resteront jusqu'à ce que vous ayez une carte comme celle-ci, le vétéran, qui va vous permettre de récupérer toutes les cartes de votre caserne dans votre main et de recommencer. Ce qui veut dire que si vous avez le malheur de placer toutes vos cartes sur votre tapis pour déclencher un maximum d'effets, alors je fais n'importe quoi, hein. Si vous avez le malheur de faire quelque chose comme ça, et ça m'est arrivé une fois, c'est pour ça que je le dis, de mettre le vétéran en dernier, et bien pendant tous les tours qui suivent, vous allez juste regarder vos soldats bouger, et vous n'aurez plus aucun moyen d'intervenir, de réagir à ce qui se passe. Vous serez obligé d'attendre que ce fameux vétéran ou toute autre carte avec le même pouvoir passe le portail pour enfin pouvoir récupérer vos troupes. Donc il faut faire très attention dans l'ordre dans lequel on les met, et vous comprenez peut-être déjà, il faut aussi équilibrer un petit peu les cartes qu'on va vouloir mettre très près du portail pour très vite déclencher ce super effet du bas, et les cartes qu'on va peut-être pouvoir mettre plus en amont afin qu'elles déclenchent un maximum d'effets pour générer des ressources, puisqu'il va être possible, vous voyez il y a des emplacements, de rajouter des modules. Donc là je pourrais mettre par exemple 3 cœurs, et mon doc quand il passerait ici, il générerait 3 cœurs, donc 3 points de vie d'un coup, ou bien je pourrais mettre un cœur sur chaque zone, bon ici c'est déjà pris, afin que à chaque tour je regagne un point de vie. Ça fonctionne pour à peu près toutes les icônes. Donc vous voyez, c'est une mécanique très la boîte de jeu, je vais revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment, ça me fait penser, c'est simple, ça a l'air très simple comme ça en apparence, hein. Il y a un tapis roulant, on pose des cartes, elles avancent, elles déclenchent quand ça match, mais il y a très vite, vous allez vous en rendre compte, pas mal de petites subtilités sur comment vous placez les cartes, dans quel ordre, à quel moment, par rapport aux ennemis aussi, on va parler des combats. Donc il y a une richesse, une profondeur dans cette mécanique qui est vraiment très intéressante. A noter donc que vous avez aussi 2 constantes, les points de vie. Bon, les points de vie, c'est assez élémentaire. Quand ils sont à 0, évidemment, vous avez perdu, et vous en perdez principalement quand les monstres vous attaquent. Et vous avez des points d'énergie. Alors ça, c'est un petit peu ambivalent. Les points d'énergie, vous devrez en dépenser pour générer ce qu'on appelle des dégâts d'énergie, hein, les dégâts bleus, ceux-ci. Donc vous n'aurez pas le choix, si vous voulez affronter, battre en tout cas certains monstres, que de dépenser d'énergie. Mais si elle arrive à 0, vous êtes éliminé, vous perdez la partie, donc il faudra faire attention à peut-être pas se retrouver trop juste ici en permanence, au cas où un ennemi vous chipperez votre dernier point d'énergie et vous conduirez à votre défaite, tout simplement parce que vous avez essayé de générer plein de points d'énergie pour effectuer plein de dégâts énergétiques. Enfin, on va s'intéresser au combat. Qu'est-ce qui se passe quand sur le plateau, on va croiser ces petites cases avec des têtes de mort? La première chose, évidemment, c'est que le nombre de têtes de mort va indiquer le nombre d'ennemis qu'on va tirer sur le plateau dédié, et ces ennemis, globalement, ils vont se comporter à peu près comme vous. Je vais vous montrer ça. Imaginons que je n'ai eu qu'une seule tête de mort sur ma case, donc je vais tirer une carte ennemie sur laquelle il y a pas mal d'informations, je ne vais pas forcément tout détailler. Ce qui est important, c'est qu'on voit ici les dégâts qu'elle fait en points de vie, en énergie. Ici, on a sa santé et son énergie à elle, c'est-à-dire les points de dégâts qu'il faut lui infliger avec des dégâts bleus en convertissant l'énergie comme on l'a vu tout à l'heure. On va éventuellement un petit pouvoir spécial qui souvent va être une synergie avec d'autres cartes. Et puis ici, ce qu'elle va rapporter si elle est détruite. En bas, on va savoir où on la place. Là, j'ai un petit 3 avec un sablier, c'est-à-dire que je vais la placer ici. Et à chacun de ces tours, au niveau de la case 3, hein, et à chacun de ces tours, elle va se déplacer d'une case, effectuer ses dégâts aux joueurs ou aux joueurs, éventuellement son effet si c'est applicable. Et puis ensuite, donc, les joueurs vont effectuer leur tour, l'ennemi va encore une fois glisser, et s'il n'a toujours pas été vaincu au tour suivant, il va tout simplement disparaître. Donc les ennemis ne sont pas pérennes, ils ne restent pas en permanence ou jusqu'à être vaincus. C'est-à-dire que parfois, il va falloir se décider sur est-ce qu'on peut vraiment le vaincre, est-ce que ça vaut le coup par rapport à la récompense d'investir beaucoup de ressources pour le vaincre, ou est-ce que simplement on essaie de faire la tortue, on bloque ses dégâts et puis on attend tout simplement qu'elle s'en aille. Ça va pas toujours être un choix facile puisque justement il y aura quand même pas mal d'ennemis qui vont soit générer de nouveaux ennemis, soit interagir avec eux et ça peut être souvent pénible. Il y en a qui vont vous coûter des ressources. La seule exception à cette règle de l'ennemi va, passe et s'en va, ça va être les boss. Et évidemment les boss ne s'en vont pas comme ça. Déjà ils sont nettement plus costauds et ils ont même, vous voyez, des boucliers qui vont leur permettre de parer une partie des dégâts à chaque attaque. Et puis ils ont un deck en fait. Donc quand un ennemi apparaît, quand un boss apparaît, on va voir ce deck là. Et chacune des cartes va être un petit peu un pouvoir de cet ennemi. Et ce pouvoir va être appliqué, défaussé, et puis éventuellement vous remélangerez la pioche si toutes les cartes sont dépensées. Donc ça va être beaucoup plus varié si vous voulez qu'un ennemi qui va à chaque tour avancer et puis appliquer son petit pouvoir. Là le boss, avec ce paquet à mélanger, il va être beaucoup plus imprévisible. Il va y avoir des cartes un petit peu partout là sur le plateau de jeu.
et il faudra composer avec beaucoup plus de choses, peut-être aussi ménager sa monture, c'est-à-dire être beaucoup plus sur la défense afin de tenir la distance, et puis essayer de le vaincre finalement, sachant qu'il a généralement quand même un petit peu plus de points de vie, évidemment, que les monstres de base. Pour commencer ce débrief, on peut, et je sais que certains n'attendent que ça, adresser les défends dans la pièce. Certaines des mécaniques de base de ce Shifters ressemblent beaucoup au Dead Cells de Scorpion Masqué. Et quelque part, ça n'a pas grand chose d'étonnant, sachant que la boîte de jeu avait travaillé en tant que consultant auprès du Canadien pendant la campagne de l'adaptation vidéoludique. Certes, le partenariat n'avait eu pour objet que la partie logistique et marketing, mais il est facile d'imaginer à quel point l'éditeur français avait pu être fâché que les manquements de Scorpion Masqué, que ce soit dans le domaine des inserts, de la relecture ou de la conception des boîtes, puissent quelque part rejaillir sur leur réputation. Pas de fausse pudeur ici donc, il n'y a pour moi pas grande surprise à ce que Benoît Bagné et ses équipes aient cherché à reprendre un bon concept pour l'adapter à sa sauce, qui voit d'ailleurs pas vraiment le mal, et l'expérience en termes de gameplay de toute façon assez différente de Dead Cells pour justifier l'existence du projet. Ceci dit, si vous avez déjà joué à Dead Cells, qui reste un bon jeu malgré ses errements techniques, vous devriez pouvoir déterminer facilement si Shifters va vous plaire ou pas. On y retrouve le même système de campagne roguelike Legacy, une campagne relativement courte mais conçue pour être rejouée de nombreuses fois. On y retrouve l'enjeu des ennemis qui disparaissent au bout de quelques tours et qu'il faudra parfois accepter de laisser filer en minimisant les pertes. On y retrouve aussi le système de renforcement de la pioche pour faciliter les runs ultérieurs et l'architecture d'un deck building. Le tout pour à peu près moitié moins d'encombrement sur table et sans l'adaptation de licence, c'est-à-dire sans la myriade de petites cartes et de mécaniques parfois encombrantes censées reproduire les sensations d'un jeu vidéo. Ces considérations mises à part, il apparaît qu'avec le recul et grâce à son expérience dans le jeu de société, la boîte de jeu accouche d'un concept significativement amélioré par rapport au jeu auquel on le compare. On peut d'abord évoquer la mécanique redoutable de tapis roulant, qui fait le cœur du gameplay, et qui exige des joueurs un équilibrage permanent entre gain immédiat en posant ses troupes près de la sortie, et gestion de ressources en plaçant les cartes au début du convoyeur. Ça va s'accompagner d'un vrai soin apporté au timing. Régulièrement, vous devrez composer avec des tours faibles qui vous apporteront peu ou pas de ressources, mais qui seront indispensables afin d'optimiser votre main. Vous tâcherez également de penser plusieurs tours à l'avance, histoire de ne pas vous retrouver avec la quasi-intégralité de votre paquet bloqué sur le plateau quand un ennemi attaque. Comme dans Dead Cells, peut-être encore plus que dans Dead Cells, aucun run, aucun essai ne se ressemble, tant les variables mais surtout les stratégies possibles dans le combat comme dans la personnalisation des plateaux sont variées. À cet égard d'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait exprès, j'ai retrouvé un petit arrière-goût de Delio. On est en présence de la même recette faite de prise de risque et de récompenses qui font le charme des roguelikes, de la même tentation parfois du run suicide pour ajouter une excellente carte au paquet renfort, alors qu'à d'autres moments vous mettrez vos acquis à l'épreuve pour tenter d'aller le plus loin possible dans la campagne. Bien que les deux héros disponibles soient asymétriques, ils sont tous les deux suffisamment polyvalents et surtout personnalisables pour être jouables en solo. D'ailleurs, et c'est toujours très agréable, Shifters se joue exactement de la même manière quel que soit le nombre de participants, sans altérer le moins du monde le gameplay ou l'équilibrage. Ça peut aussi être vu comme un défaut, on va y revenir. Si le concept général de roguelike vous attire, c'est le système de combat de Shifters qui devrait vous convaincre. Les enjeux multiples qu'il propose, entre le dilemme d'empiler des cartes ou de les étaler sur votre plateau, la façon dont vous poserez vos modules et les personnages que vous choisirez d'ajouter à votre pile renfort, en font un jeu étonnamment addictif dans la victoire, mais aussi dans les échecs que le titre ne vous épargnera pas. Non, vraiment comme d'habitude en fait, la boîte de jeu a tout bon avec Shifters. Enfin, presque tout bon. Ce qui m'a marqué dès la découverte du prototype, c'est le soin qui semblait avoir été apporté à la construction d'un monde, d'un lore, avec des dates et des événements fictifs ancrés dans notre réalité, comme la signature d'accords par les Nations Unies. L'ajout de Jacques Chirac, par contre, c'était ma petite touche perso. C'est entre nous. Mais dans un dramatique ascenseur émotionnel, j'ai très vite réalisé que, passé cette ébauche de construction narrative, Shifters laisse complètement tomber toute ambition scénaristique, en tout cas si on se fie à mon prototype. L'introduction de chaque mission tient sur une petite carte, les mondes et leurs habitants ne sont pas décrits, on ne parle ni de leur vie ni des problèmes que l'on pourrait potentiellement résoudre, l'irruption des boss ne fait l'objet d'aucun travail dramatique, en fait on a l'impression de se retrouver dans des stages de jeu à l'époque de consoles comme la NES, les mondes sont remplis de méchants et on tape dessus parce que c'est ce qu'on attend de nous. Cette sensation va être aggravée par des plateaux mondes certes économes en place mais aussi relativement abstraits et peu immersifs, sur lesquels les icônes et les mécaniques clés seront quasiment toujours les mêmes. Nulle question ici d'exploration, ni de créer son propre chemin,
il faudra accomplir les chapitres dans l'ordre à quelques embranchements près. Ce qui n'arrange rien, c'est que les événements parsemant les chemins de chaque univers seront déterministes et prévisibles à l'avance. Contrairement à Dead Cells, qui proposait un set de tuiles à placer au hasard afin de créer un peu de surprise et de suspense, ici, si vous rencontrez un événement négatif, il n'y a pas de raison de tenter sa chance ou de croiser les doigts, la punition est automatique. Alors je comprends ici l'idée de la boîte de jeu qui a toujours assumé un positionnement assez déterministe et qui en l'espèce a certainement voulu épargner à ses joueurs le fait de devoir en permanence trier, piocher et placer des tuiles sur des plateaux. Il n'empêche qu'on y perd un peu plus du suspense et de la magie d'un univers pourtant prometteur, mais qui donne aussi l'impression de se perdre en route, alors qu'on a le droit à une introduction parlant d'archéologie, de Nations Unies, de recherche scientifique. La campagne nous emmène ensuite dans des endroits aussi improbables que le monde des comics, appellation qui conviendrait très bien à un stage de Super Mario Bros, mais qui semble ici en dissonance avec l'ambiance très agent secret et voyage futuriste promise par la couverture de la boîte. On objectera qu'a priori il existe au moins une mécanique unique propre à chaque monde, donc relativement thématique, donc si on met ce parti pris de côté, je n'ai plus que 2 observations à faire sur le gameplay. Premièrement, je ne sais pas si et comment le titre compte éviter la lassitude de devoir refaire le premier niveau ad nauseam à chaque nouvel essai. Dead Cells contrait cette problématique en permettant à ses joueurs de prendre différents chemins, d'explorer différents mondes dès le début d'un run. Or ici, les règles stipulent que les 5 chapitres doivent être parcourus dans l'ordre afin de remporter la partie. Deuxièmement, si l'un des personnages est axé sur la défense, bizarrement il est impossible de protéger son partenaire pendant une partie. Le scaling se fait de la manière la plus élémentaire. Si vous êtes 2, les ennemis ont 2 fois plus de points de vie et infligent leurs dégâts de manière identique aux 2 joueurs. Cette approche, encore une fois simple et efficace, nuit elle aussi à l'immersion, puisque rien ne justifie qu'un méchant donné ait la capacité, parfois, de frapper 2 personnes à 2 endroits différents en même temps. Rien, sauf évidemment une nécessité d'équilibrage. Encore une fois, aux surprises, la boîte de jeu lance sur Kickstarter un projet simple, efficace et mécaniquement engageant. S'il n'atteindra pas, on vient de le voir, les sommets d'immersion que peuvent offrir d'autres jeux du genre, il se focalise par contre de manière chirurgicale sur un gameplay intense et addictif, une difficulté rampante ainsi que sur une économie de place et de manipulation qui le rendent aussi simple à sortir qu'à partager. Si je devais aller, c'est une habitude de ma petite comparaison, je le décrirais comme une sorte de croisement entre un Dead Cells sans lourdeur et un soupçon de Marvel Champions dans les choix qu'il impose, ainsi que dans le design de ses ennemis. Bien que vous l'ayez compris, je suis pas un grand fan du character design. Si je devais me référer au maître étalon de la boîte de jeu, je dirais que Shifters est aussi simple à comprendre et aussi addictif qu'un Wonderful World, tout en étant aussi niche et calibré dans son format de joueurs atypique qu'un Wonderful Kingdom. En fait, Shifters c'est sans aucun doute possible un jeu à la boîte de jeu, et je suis d'ailleurs convaincu que j'aurais pu le deviner si j'y avais joué lors d'un blind test. Si vous êtes amateur des projets d'équipe française, il n'y a je pense aucun doute à avoir une fois encore, le titre fonctionne, il a fait l'objet d'un travail soigné et dépassionné. Aussi, si vous savez lui pardonner son lore en demi-teinte et que vous le baquez pour les bonnes raisons, il me semble peu probable que vous reveniez déçu de votre voyage interdimensionnel. Ainsi se termine la review de Shifters, dont la campagne commence sur Kickstarter dans quelques jours. On se retrouve très bientôt pour parler d'ambiance un petit peu plus survival, un petit peu plus sombre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!